Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les dignitaires et invités d'honneur, vous me permettrez de ne pas tous vous nommer et de plonger droit au cœur de ce qui nous rassemble ce soir, la mémoire de René Lévesque. La plupart des politiciens se contentent d'habiter l'histoire. Ils se satisfont de se laisser porter par elle. Ils la chevauchent par ambition personnelle, bien légitime. Ils le font aussi pour laisser une trace, mais pour l'essentiel, ils suivent son mouvement. René Lévesque n'était pas de ce groupe. S'il s'était laissé porter par l'histoire, lui qui était le ministre le plus populaire de l'équipe de Jean Lesage, il aurait pu accéder au poste de premier ministre bien avant, probablement en 1970. Qui sait ensuite s'il aurait pu réaliser son rêve, devenir ambassadeur à Washington. Être à la remorque de l'histoire a rouvert à René Lévesque le chemin du succès et des honneurs. Mais lui et ses équipiers ont choisi un chemin plus audacieux, plus incertain, celui de changer l'histoire. On ne peut imaginer, à un demi-siècle de distance, la charge de courage qu'il a fallu pour quitter le Parti libéral et fonder un nouveau parti. Il allait affronter toute l'élite économique, dont ceux qui allaient, pour semer la peur, mettre en scène une fuite fictive de nos capitaux dans des camions de la Brinks l'avant-veille d'une élection. Il allait affronter l'hostilité de tous les commentateurs et éditorialistes. En fait, pour longtemps, au Québec, on ne comptait qu'un seul chroniqueur indépendantiste. C'était dans les pages du Journal de Montréal, et c'était Lévesque lui-même. Parce qu'il avait choisi de défendre la langue française et le Québec, il fut bien sûr traité de nazi. Lorsqu'il a prononcé un discours au prestigieux Economic Club de New York, le très respecté journaliste canadien Peter Newman a écrit de lui dans le magazine le plus lu au Canada, le Maclean's, qu'il avait l'air, je cite, d'un singe dans un tuxedo loué. Au-delà des insultes, il allait affronter la force brute du pouvoir fédéral et les actions illégales de la GRC, dont les perquisitions systématiques chez les membres des exécutifs du PQ. Lévesque a également dû affronter son propre parti. Comme en 1974, on allait lui indiquer la porte car il n'aurait pas été à la hauteur. Ce n'est pas sans rappeler les difficultés des chefs qui ont suivi, qu'on a connus et qu'on connaît encore, mais nos difficultés, bien que similaires, sont minimes. Minimes à côté des épreuves que René Lévesque a choisi d'affronter pour bousculer l'ordre établi. En 1968, au moment de la création du Parti québécois, comme à l'élection de 70, comme à celle de 73 et même celle de 76, l'indépendance n'avait pas les chiffres. En termes d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'appétit. Les Québécois étaient ailleurs. Où donc René Lévesque a-t-il puisé la détermination nécessaire pour mener un combat que tous, à l'époque, disaient voué à l'échec? Car dès 1976, Pierre Elliott Trudeau traduisait déjà un sentiment largement partagé dans la population: le séparatisme est mort. Il l'a puisé dans la certitude, après un examen minutieux de la situation politique, que non seulement l'indépendance du Québec assurait à son peuple son épanouissement, mais que la non-indépendance ne lui offrirait qu'un avenir déprimant et sombre. Il parlait, et je le cite, des effets déprimants d'un régime usé, désuet, qui est anormal, dans lequel on se paralyse mutuellement d'un bout à l'autre du pays. Des mots d'une cruelle actualité. Il dénonçait, je le cite, les faux-semblants et souvent l'hypocrisie que tout ça entretient. Gageons que si René Lévesque tenait encore la plume dans une chronique du Journal de Montréal,
il aurait employé exactement les mêmes mots, faux semblants, hypocrisie, pour commenter l'actualité politique des dernières semaines. Ses proches vous diront que René Lévesque a souvent douté de la réussite de son projet. Il s'est souvent demandé s'il se rendrait à bon port. Ce n'est donc pas l'optimisme qui a poussé René Lévesque à travailler aussi fort pour l'indépendance. C'est le sens des responsabilités. Donner l'heure juste, dire la vérité, même lorsqu'elle n'est pas entendue. On trouve la clé de sa résilience dans les premières pages de son autobiographie. Lorsqu'il écrit « Il m'a toujours paru interdit de jouer avec les faits, de faire semblant de croire quand on ne croit pas. » Après son beau risque, qui s'est soldé par un échec cuisant, il nous a d'ailleurs donné d'outre-tombe une dernière grande leçon de vérité. Si vous tentez d'être nationaliste à l'intérieur du Canada, même lorsque vous avez les meilleures conditions, et même si vous êtes prête à tous les compromis, vous échouerez. Car le régime canadien est construit pour affaiblir, nier, voire éliminer la différence québécoise dès lors qu'elle tente d'être autre chose que décorative et folklorique. La vie entière de René Lévesque nous crie « c'est l'indépendance ou le déclin, l'un ou l'autre ». Honorer René Lévesque aujourd'hui, l'honorer vraiment, c'est donc de faire preuve face aux Québécois d'autant de rectitude et de sens de la vérité que lui. C'est de faire face aux forces du statu quo, aux forces du renoncement, aux forces de la résignation. C'est de refuser, comme lui, de se mettre à la remorque de l'histoire et tenter chaque jour, comme lui, d'en changer le cours avec toute l'abnégation requise. Je le cite une dernière fois. Il est un temps où le courage et l'audace tranquille deviennent pour un peuple, au moment clé de son existence, la seule forme de prudence convenable. Tous les Québécois se souviennent de ses larmes le soir du non en 1980. Or, la génération suivante, en 1995, est venue à un cheveu d'exaucer son vœu. Il nous incombe donc à nous tous, de prendre le relais et de franchir la ligne d'arrivée pour donner un sens à sa vie, pour donner un sens au destin national du Québec et pouvoir enfin dire « Mission accomplie, M. Lévesque. Mission accomplie. » Notre indépendance se fera parce qu'il y a des gens assez tenaces, assez têtus pour s'assurer qu'elle se fasse. C'est mon combat, c'est notre combat, et je vous y invite tous. Merci.